Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chibozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Avant de commencer, juste une petite parenthèse. Bon, je suivais en fait le podcast d'un monsieur, un jeune homme. Et bon, ce qui est intéressant en fait dans ce que j'ai vu, c'était plutôt les gens qu'il avait interviewés. Il a interviewé un monsieur qui s'appelle Alfred Chouang et un autre qui s'appelle Federico quelque chose. Ce sont des gens qui sont faciles à retrouver sur Internet. Ce sont des gens populaires, mais c'est des gens qui vont être très faciles à retrouver. Alfred Schwang, c'est celui qui a inventé, en fait, ce qu'on appelle le middleware. C'est-à-dire le premier à avoir inventé un middleware dans l'histoire de l'humanité, c'est Alfred Schwang. C'est un peu comme software, on dit hardware, software, et il y a les middleware. Hardware, en fait, c'est tout ce qui est actif solide, en fait, en matière de technologie. Genre, l'ordinateur, vous l'avez de façon physique. C'est du solide, c'est du hard. Soft, c'est tout ce qui va être logiciel, etc. Et lui, il a créé le middleware, enfin, à une époque où c'était difficile de processer beaucoup d'informations au même moment. C'est-à-dire pas les structures centrales, au fait, qui servaient de, disons, l'ancêtre du cloud. Enfin, ouais, disons l'ancêtre du cloud. Puisque la base de données recevait les informations, mais contrairement à aujourd'hui où, comment on appelle-t-on, on a nos résultats de façon instantanée, c'était une époque où les bases de données devaient traiter les informations qu'elles recevaient une à une. Ça, c'est ce que j'ai retenu un peu de ce qui a été dit. Devaient processer les informations une à une. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui-même il le dit, au fait, il savait pas ce qu'il faisait, mais il s'est retrouvé à créer, au fait, ce qui va, disons, nous faire gagner, au fait, disons, quelques siècles, au fait. Parce que maintenant, c'est un peu comme quand on quitte d'un circuit en électricité, en physique, quand on quitte d'un circuit en série pour un circuit en parallèle. C'est un peu ce genre de système qui permet la dérivation qu'il a créé, au fait, middleware, qui va permettre de créer une sorte de dérivation, en fait, et permettre de un peu sous-traiter, en fait, l'information que doit gérer une base de données et la faire sous-traiter par plusieurs bases de données en même temps. Et donc, faciliter, au fait, le traitement de données et dans le retour, au fait, à l'ordi, au fait, qui a fait la demande première. Et c'est un monsieur qui a travaillé, il expliquait, en fait, il a fait ses débuts dans une boîte qui s'appelle Sun Micro Strategy, si j'ai bonne mémoire. Ce n'est pas tellement, la compagnie, le nom de la compagnie n'est pas tellement important, mais ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de grands noms, en fait, du milieu, c'est-à-dire de la tech, sont passés, en fait, par cette boîte. Et de ce que j'ai compris, ils ont une très bonne culture d'entreprise. Ils ont une tellement bonne culture d'entreprise qu'il explique que même quand ils quittaient la boîte, c'était super top. Au point où, même quand ils ont quitté la boîte, même les autres personnes qui ont quitté la boîte, qui sont allés vers l'entrepreneuriat, en fait, la plupart de leur recrutement, ils le faisaient au niveau de la compagnie. À un moment donné, la compagnie a dit, bon, arrêtez, quoi. Voilà, quoi, arrêtez. Et des gens qui ont, deux noms des plus populaires de ceux qui ont travaillé là-bas, parce que les autres ne sont pas vraiment populaires. Deux noms des plus populaires, on a Eric Schmidt, qui a été le CEO de Google pendant un bon moment, et on a Satya, le CEO de Microsoft, actuellement, normalement. Donc, pour dire à quel point, en fait, des pointures sont passées là-bas. Et même de la compagnie là, les deux cofondateurs de Nvidia sont passés, en fait, par cette structure pour dire à quel point c'était un peu le berceau, en fait, de beaucoup de choses. Et c'est le même milieu, c'est des gens qui voilà, c'est top. Donc, j'étais plutôt, wow. C'est-à-dire, ce n'est pas que ça me met d'une humeur particulière, mais c'est assez intéressant de te rendre compte que, ok, c'est grâce à telle personne que telle chose a été réellement possible. C'est telle personne, en fait, c'est juste top à voir. C'est un ressenti agréable quand même. Donc, dans l'interview, il a parlé un peu de ce, c'est un monsieur qui, après, n'a pas juste inventé. Parce que, actuellement,
il est à la tête, en fait, d'une compagnie d'investissement de venture. C'est un VC. Et le truc, c'est qu'il avait créé une autre boîte, un truc comme ça, en tant qu'il a dû revendre. Je crois qu'il a vendu l'une de ses boîtes à Oracle à près de 9 milliards de dollars. Un truc bizarre comme ça, si j'ai bonne mémoire. Et comment on appelle le temps? Et je sais plus si c'est cette boîte-là ou une autre qu'il était obligé de revendre à cause du légendaire Carl Icahn. J'adore ce monsieur. Il y a vous savez, dans le monde, dans la vie, il ne faut pas avoir peur pour rien. C'est-à-dire, il faut avoir, quand vous avez peur que ce soit légitime. Mais dans la vie, il y a très peu de personnes dont vous devez avoir légitimement peur. Il y a votre, il y a votre papa. Et dans la liste, débrouillez-vous pour mettre Carl Icahn. Parce que, disons que dans le monde de l'investissement, c'est un monsieur, il est, non, il est juste bon dans ce qu'il fait, en fait. C'est une légende vivante, Carl Icahn. Et de ce que je sais, Trump et lui ne s'entendent pas trop. Parce que, il me semble, dans les années 80, ou fin des années 80, début des années 90, il avait fait un rachat de dette. C'est-à-dire, il a racheté la dette, au fait, je crois, des casinos de Trump ou des hôtels. Et de ce que j'ai appris, je ne sais pas, c'est pas une, et ce n'est ce que j'ai appris ne date pas de maintenant, ça date de quelques années déjà, en fait, que bon, tu n'aimes pas quelqu'un comme ça, quoi. Et le moment où j'ai vraiment eu, genre, ok, Ican est vraiment rentré dans mon champ de trucs là, c'est quand il avait des histoires avec le gars Bill Ackman. C'est un autre investisseur, un autre, on a un nom pour les appeler là. Ah, il y a un thème dans le milieu, truc là, investor, quelque chose investor. Ce sont des, ça va me revenir. Bill Ackman. Je vais chercher. C'est sûr que Google va donner le thème que je cherche. Obligé. Oh là là. William Ackman. Pour ceux qui ne savent pas, Bill Gates, c'est William, hein, le nom, le prénom. William Gates. 3, je crois. Troisième du nom, quoi. Bon, Bill Ackman, c'est un hedge fund manager. Il est, le terme que je cherche, activiste, voilà. Activist investor. C'est le terme que je cherchais. Et, enfin, c'est son approche d'investissement, en fait, qui fait de lui j'ai parlé de Bill Ackman sur l'un des épisodes où j'évoquais, en fait, 2025 où ils ont eu à perdre, bon, premier trimestre, bien entendu, de 2025, puisque quand vous êtes coté à la bourse aux États-Unis, vous êtes tenu, au fait, de présenter, au fait, votre état financier chaque trimestre. Ils ont eu une perte de relativement 4 milliards de dollars, d'accord. Et dans le même temps, il avait une crise familiale. Sa femme le divorçait. Bon, j'espère que les choses s'arrangent progressivement pour lui. C'est tout ce que je peux espérer. Donc, pour revenir au fait, Carl Icahn avait eu un souci avec Bill Ackman. Et c'était tellement d'ampleur que, à un moment donné, genre, les deux faisaient des appels audio genre des appels à la télévision, en fait. Le genre de truc où, pendant le journal télévisé, le journaliste, genre, un peu, vous voyez, un peu comme ce que les chaînes d'information font, et on appelle quelqu'un qui intervient, il est à l'autre bout, etc. Et on appelle les deux, au fait, pour qu'ils expliquent, au fait, c'est comme, tu as peut-être deux gamins, en fait, qui se disputent, ils ont un problème, quoi, et finalement, tu les appelles, tu dis, bon, genre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, mais ça va, c'était genre au téléphone, et puis, genre, le
les deux bon, il y avait pas d'insulte, mais genre, tu sens un peu le truc là, quoi. Donc, Bill expliquait sa version de l'histoire, comment Ikan a voulu le roubler, etc. Bref, je me rappelle plus tellement c'était quoi l'enjeu, le deal réel. Franchement, il y a longtemps un peu. Il y a au moins, sinon, une dizaine d'années relativement cette histoire. Sinon un peu plus, je ne sais plus exactement. Dans dans ce créneau de temps, 10 plus ou moins 2, d'accord, d'années. Ça se temps que ça remonte dans le temps. Et tu entends Carl Khan qui dit, parce que j'ai vu au fait le truc à l'époque, il dit, je crois il dit, Hackman Guy. Comme j'ai dit, le gars Hackman là, je t'appelais le gars tel, Hackman Guy. Bien, et Carl Khan c'est un vieux de la vieille et c'est le genre, c'est un vrai chat quoi, c'est un vrai requin. Je pense qu'il a une certaine éthique de travail. Je pense. Je veux bien croire qu'il a une bonne éthique une bonne éthique professionnelle. Mais c'est, le requin, quand une goutte de sang, tiong, ça tombe dans l'océan. Il est à l'adresse. C'est ça, Calican. Tu ne veux pas être dans son radar. J'ai pas d'expérience personnelle avec le gars, mais pour le peu non, tu ne veux pas être dans le radar de Calican. Tu ne veux juste pas. C'est le genre le genre de truc qu'on dit à la bourse. Short selling. Les actions, en fait, d'une entreprise, d'une compagnie à la bourse. C'est-à-dire, on parie contre les actions, en fait, d'une entreprise. Mais bien entendu, ce n'est pas un truc fait genre, pour le kiff ou suivant le ressenti. Non, bien entendu, il y a de l'analyse financière qui est faite en arrière-plan. Il y a les fondamentaux, en fait. D'accord? Qui sont, qui sont vus. C'est-à-dire, ils vont prendre justement les chiffres de l'entreprise. Ils vont voir, en fait, si, ok, ça se tient par la valeur actuelle de la compagnie et déterminer, au fait, si la compagnie est sous-évaluée ou surévaluée. C'est-à-dire, si elle est sous-évaluée, surévaluée par rapport à la valeur, en fait, de son action sur le marché. D'accord? Et si quand une entreprise est sous-évaluée, c'est-à-dire que, ok, sur le marché, l'action vaut 10, pour l'exemple, $10. L'action vaut $10, mais on se rend compte que elle est sous-évaluée. C'est-à-dire qu'en réalité, avec les chiffres, quand on tient compte aussi de l'environnement, d'accord, de la compagnie, c'est-à-dire le management, éventuellement, leur projection en termes de projets, etc. Leur projection en termes de chiffres aussi, en termes de projets qu'ils annoncent, etc. Leur compétition, leur industrie et éventuellement tout ce qui est régulation au moment où on est en train de faire l'analyse. Ça, on se rend compte que, ok, au vu de tout ça, le marché dit que l'action de l'entreprise vaut $10. Mais que en réalité, elle devrait valoir, je dis n'importe quoi, peut-être $15. C'est-à-dire que le marché sous-estime au fait la valeur. Donc, il y a cette compagnie est undervalued. Sa valeur est sous-estimée, disons-le comme ça. Donc, quand tu as un schéma comme ça, tu rachètes. Tu fais du bail. Tu, tu achètes tes actions, d'accord? Parce que tu sais que éventuellement le marché va s'ajuster au fait sur la réelle valeur du truc là. Mais dans le cas échéant, supposons que c'est exactement le schéma contraire. Tu fais ton truc, enfin, la compagnie est sur le marché, l'action vaut $20. Mais en réalité, quand vous faites votre analyse financière, vous vous rendez compte qu'en réalité, la compagnie ne vaut pas, elle vaut à peine, enfin, l'action devrait valoir à peine $10. Elle est super sur 2 fois la valeur, en fait, sur le marché. D'accord? Pas par rapport à l'action. Je suis pas en train de parler par rapport aux, aux autres métriques de comparaison, etc. Juste par rapport à la l'action. Peut-être 2 fois plus cher, en fait, que, enfin, ouais, que sa valeur, en fait, réelle. Ça, le marché dit que ça vaut
on achète ça sur le marché à $20, alors qu'en réalité, ça vaut 10. Et généralement, les gens comme Ican vont parier, au fait. Et bien entendu, ce n'est pas ça juste ça ne suffit pas. Éventuellement, ils vont faire des recherches par rapport à l'environnement, les éléments que j'ai cités, etc. Ils ont, ok. Ça, c'est pas un truc là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parier contre les actions, en fait, de la compagnie. C'est-à-dire contre une chute éventuelle, en fait, des actions de la compagnie. Donc, pour réajuster. Donc, ce sont des shorts, enfin, des short sellers. Généralement, les gens n'aiment pas les short sellers, mais je pense que c'est ce qui permettrait de réguler le marché, en fait, pour qu'on se trouve pas des trucs, à prendre à des prix sur trucs là. Parce que tout manager, en fait, d'une compagnie, quand il dit manager, l'équipe managériale, le CEO et puis son équipe, ils ont la pression, en fait, leur objectif premier, c'est que le business soit suffisamment rentable, en fait, pour les actionnaires. Et l'une des choses qu'ils vont donc vouloir, c'est on veut toujours avoir de bonnes nouvelles, d'accord? On veut toujours avoir de bonnes nouvelles, etc. Et généralement, dans ce genre de schéma, dans certains cas de schéma, le marché, c'est-à-dire les différentes formes d'investisseurs, que ce soit des professionnels ou les gens chez eux qui font des différents investissements, peuvent, pour des raisons peut-être émotionnelles ou peu importe, enchérir en fait la valeur d'un truc. Donc, les short sellers, en fait, disons qu'ils servent un peu comme de soupape, d'accord? De mon point de vue, ils servent un peu ils sont comme, je vais même pas dire que c'est un mal nécessaire, les short sellers, parce qu'ils font juste partie de la dynamique globale, mais c'est juste comment on dit le truc là? Oh ouais, ce sont comme des anti-héros. Est-ce que c'est la bonne déclinaison? C'est peut-être. Ce sont pas vraiment des vilains de l'histoire, quoi. Je sais pas si anti-héros leur correspond bien, mais je pense que c'est clairement pas des héros, quoi. Et c'est définitivement pas les vilains de l'histoire. Je pense bien que anti-héros, en fait, serait plus approprié. Et voilà. Anyway. Donc, voilà. Là, je parlais du gars Schwang, et ensuite, il y a le truc sur le monsieur Frédéric, etc. Je me rappelle plus trop c'était quoi son nom de famille. Mais en tout cas, une fois, il sera facile à retrouver. Disons que c'est le gars qui a inventé les microchips, microprocesseurs. D'accord? Cette technologie-là qu'on utilise dans tout ce qui est technologie aujourd'hui. C'est un peu la base, au fait, le conflit entre la Chine et le Japon, et les États-Unis par rapport à Taïwan, est basé, au fait, juste, au fait, sur cette même technologie, au fait. L'enjeu, c'est vraiment les microprocesseurs. Nvidia, en fait, a son nom, en fait, euh, l'une des meilleures actions à la bourse de New York aujourd'hui, justement parce que, voilà, ils font des avancées fulgurantes, phénoménales, en fait, de ce point de vue, en fait, en termes de performance de microprocesseurs, ce qui facilite beaucoup de choses. Et éventuellement, bon, je vais pas parler de ce truc-là. Anyway, donc, ce monsieur-là aussi, bon, le jeune homme, il a interviewé, enfin, je découvre le jeune homme, donc je me rappelle pas de son prénom, en fait. Et je me suis rendu compte que, voilà, ce monsieur, il n'a pas juste fait cela. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la conscience. D'accord? Il a étudié la neuroscience, il a étudié la biologie, et il s'intéresse beaucoup à la conscience. Et donc, il dit conscience à ce genre d'individu parle aussi de intelligence artificielle. Et c'est le genre de personne, contrairement à d'autres, qui est convaincu que il n'y a pas moyen qu'on puisse réellement assimiler la conscience. C'est-à-dire que il n'y a pas moyen qu'on puisse, peu importe ce que l'intelligence artificielle ferait, qu'on puisse dire à un moment donné que l'intelligence artificielle est consciente. Parce qu'on parle du concept de AGI, Artificial General Intelligence. Et il y a certaines personnes, en fait, qui parlent beaucoup, en fait, de ce truc-là. Entre autres, il y a Ray Kurzweil. C'est une légende. D'accord? C'est une légende. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je sais pas s'il y est toujours, mais non, jusqu'aux dernières nouvelles, il bosse à Google.
Pas qu'il a besoin d'argent, ce monsieur-là. C'est pas une question d'argent. Il adore. Et de toute façon, ce n'est pas un petit joueur là-bas non plus. Ray Kurzweil, au fait, il a prédit beaucoup de choses. J'ai comme l'impression que j'ai déjà parlé de lui une fois ici. Je parle souvent de personnes qui prédisent des choses. Et il a toujours vu juste au fait dans ses prédictions. Et l'une des choses qu'il prédit, c'est que d'ici 2030, 2035, mais je crois qu'il a dit 2029. La dernière fois que je suis venu, il était passé sur le podcast de Joe Rogan. Et il y a quelques temps, hein, peut-être un an déjà, ou 2 ans, je sais plus. Et il disait 2029 qu'on qu'on atteindra la singularité en 2029. Et le concept, en fait, quand on l'explique, implique quoi? Que l'intelligence artificielle serait aussi intelligente que la moyenne de l'humanité. Ça veut dire quoi? Pas que l'intelligence artificielle serait aussi intelligente qu'un humain. C'est-à-dire que l'idée n'est pas que, ok, on a l'intelligence artificielle, d'accord? Et quand on prend un humain, l'intelligence artificielle est aussi intelligente que cet humain-là. Et donc, bon, voilà, on a atteint ce standard-là. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire, aussi intelligente que la moyenne de l'humanité. Ce qui implique quoi? Que quand tu prends l'humanité d'une poignée de main, et tu prends l'intelligence artificielle d'une poignée de main, c'est-à-dire que tu peux confondre la capacité, enfin, en termes de ce qu'on va mettre comme critère de définition d'intelligence. Ça peut rentrer dedans, en fait. No problème. Et dans ce schéma de choses, les implications d'un certain point de vue sont plutôt évidentes. C'est-à-dire que on vient à un moment donné où tu pourras valablement remplacer, en fait, l'humain par l'intelligence artificielle. La robotique est en train de suivre le rythme. Il suffit juste de faire le corps qu'il faut, placer le programme qu'il faut, en fait, dans la tête du corps. Et bravo, vous avez un robot qui peut raisonner aussi bien qu'un humain, mais mieux qu'un humain va processer des tonnes d'informations en un claquement de doigts, en fait, et donc va prendre des décisions supervisées, sans émotion. Enfin, d'un point de vue de notre définition, de notre compréhension du mot émotion. Parce que, évidemment, si il y a un certain degré de conscience, même si l'autre dit que pas du tout de conscience, mais même s'il y a un degré de la chose, chaque être ou chaque individu cherche toujours la façon à lui-même comment on appelle-t-on, de définir, de s'auto-définir, de définir des choses. Le nom que je cherche, c'est Federico Fagin, Fagin, le monsieur. Et donc, pour Ray Kurzweil, c'est vers ça qu'on va. 2029, c'est tout près. Et Federico Fagin dit, ok, quel que soit ce qu'on va faire, en fait, ce sera pas vraiment de l'intelligence, à proprement dit. Qui a raison? Qui sait? Est-ce vraiment important? Pas vraiment, de mon point de vue. L'essentiel, c'est de faire partie, en fait, de cette belle aventure, de pouvoir en tirer le max de profit. Parce que le monde est en train de changer à grands pas. Et avant de commencer, là, je suis en train de close un peu la fenêtre technologie et puis investissement, finance, etc. Bref. C'était, comment il s'appelle? David Goggins. Il était passé sur un épisode de Joe Rogan, d'accord? Et c'est un épisode que j'avais regardé juste en partie. J'avais pas regardé l'entièreté, au fait, de l'épisode là. C'est l'épisode où, bon, anyway. Mais sur pourquoi j'évoque cela, tout à l'heure, j'ai vu un short, au fait, de l'épisode. Et il avait dit un truc et je trouve que ce serait intéressant de le partager. Où il parlait des haters, dans des haineux, d'accord? Ce que l'Ivoirien va appeler les jaloux. Et bon, de façon générique, quoi, les haineux.
Et il a dit un truc. Tu ne verras jamais une personne qui est haineuse, genre qui est haineuse vis-à-vis de toi, qui est en train de mieux réussir que toi dans la vie. C'est très souvent les gens, c'est relativement ce qu'il a dit. Tu ne verras jamais, en fait, des haineux, en fait, qui réussissent mieux que toi dans la vie. Pour dire que c'est très souvent des gens qui sont en retard, en fait, dans la vie. Pour une raison ou pour une autre, d'accord. Qui sont souvent des haineux. C'est-à-dire, généralement, quand quelqu'un a réussi, le pire, c'est que peut-être il est indifférent à ce que tu fais. Mais, à partir de là, ça ne fait que se rajouter. C'est de l'appréciation, du respect. Parce que la personne, pour réussir, a dû vivre des trucs encore et encore. Donc, comprend, en fait, ton processus. Comprend, en fait, ce par quoi tu passes. Donc, n'a que du respect, de l'admiration et de l'amour à donner, en fait. De l'appréciation. Quelqu'un qui réussit mieux que toi, ne peut que te donner cela. D'accord? Si vous êtes compétiteur, c'est une autre histoire. Et encore là, ce n'est pas un haineux. C'est juste, c'est juste la règle du jeu, quoi. Tu vois, no big deal. Comme le dit les autres, nothing personal. It's just business, tu vois, un peu. Donc, de ce point de vue, voilà, pas, quand c'est pas personnel, c'est pas émotionnel. Quand c'est pas personnel, c'est pas émotionnel. D'accord? Si c'est juste business, c'est ok. Mais les haineux dans votre vie sont généralement en arrière, en fait. Parce que ils n'ont aucune raison de venir. C'est un truc que j'ai trouvé assez vrai. Généralement, ces genres de personnes, en fait, sont souvent en arrière par rapport aux dents. Chiller un peu, respirer, quoi. C'est bon aussi. La question est savoir, bon, ouais, je vais pas rentrer dans ça. Autant mieux que je commence. Je réponds à la question du jour. La question du jour, c'est comment prouver à quelqu'un qu'il a tort? Ah, ah. Une seconde. Comment prouver à quelqu'un qu'il a tort? Pourquoi tu veux prouver à quelqu'un qu'il a tort? Pourquoi vouloir mettre du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent à prouver à quelqu'un qu'il a tort? Ça n'a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison, mais ça n'a pas, de mon point de vue, ça n'a pas de sens. Soyez tellement occupé par votre vie à faire d'elle ce que vous voulez qu'elle soit, que vous n'avez pas le temps, en fait, de chercher à plaire ou à avoir raison sur qui que ce soit. Le problème, c'est que il y a un monsieur, bon, le monsieur n'est pas le problème. Je quitte une idée pour une autre. J'ai appris, il y a quelques, oui, il y a quelques années, en fait, d'un monsieur qu'en fait, la maladie qui ronge l'humanité, qui détruit vraiment l'humanité, réellement, c'est ce besoin d'avoir raison. C'est ce besoin d'avoir raison. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas affirmer, en fait, ce à quoi l'on pense, qu'il faut pas défendre sa position, etc. Il n'y a aucun but à essayer d'avoir raison. En fait, votre démonstration, soyez aussi, quand je veux démontrer que je peux être super enthousiaste, super présent. Ouais, quand rien à foutre, en fait, d'avoir raison. Parce que généralement, je vais rester sur les faits. Et si les faits ne suffisent pas, sur un raisonnement logique qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire compréhension terre à terre ne suffit pas, je ne peux rien. Je ne peux rien pour toi. Tout ce que tu vas dire après, je vais dire ok, tout simplement. Donc, comprendre que ce n'est pas sain de chercher à prouver à quelqu'un qu'il a tort. Que ce soit, généralement, les gens, ce genre d'état d'esprit, quand il s'agit de réussite, quand quelqu'un a manqué de, ils n'ont pas eu le soutien qu'ils attendaient, en fait, dans leur entourage par rapport à un projet qu'ils voulaient démarrer, ce genre de truc. Ou carrément,
non content de ne pas avoir le soutien, les gens ont trouvé le moyen, en fait, d'essayer de leur prouver que qu'ils ne pourront pas y arriver. Donc, ils essaient juste de prouver à ce genre d'individus, en fait, que vous avez eu tort, en fait, de ne pas vous fier à moi. Détacher l'attention, en fait, des autres, du fait de chercher à prouver quelque chose aux autres, et orienter cette attention vers vous-même. Prouvez voir vous-même que vous en êtes capable. En fait, c'est toujours une meilleure façon de vivre sa vie que d'être focus sur soi pour le mieux. De mon point de vue, c'est beaucoup plus sain. Ça reste entre vous et vous. Les autres ne sont même pas obligés, en fait, de vous donner raison. Ce n'est pas le job d'essayer de vous donner raison, quel que soit le contexte. Bon, si c'est une discussion basique, banale, etc., et puis 2, 3 fois vous vous rendez compte que la personne, elle a juste envie d'avoir raison, et donc par défaut de vous donner tort, il n'y a rien que vous puissiez faire. Laissez couler. Ok. Est-ce que vous gagnez quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que dès que la personne dit, ah oui, tu as raison, vous gagnez? Non. Rien du tout. Donc, ça, juste satisfait. Manquez-vous autant d'amour propre, manquez-vous autant d'attention, de validation. Parce que c'est un manque de validation que de rechercher la validation, l'approbation, la validation, l'acceptation, etc. Dans le OK de la personne en face de vous. Si ça ne vient pas, si ça vient, c'est bienvenu. C'est un truc que je dis à l'un de mes frères. Si ça vient, c'est bienvenu. Si ça vient pas, don't give a fuck. Don't give a shit. Ça va continuer. Who cares? Si ça ne vient pas, who cares? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Who cares? Comment on dit who cares en français? je le dis toujours comme ça. Who cares? Qui s'en inquiète? Personne. Rien à foutre. La Terre continue de tourner. H24. Ça ne vient pas. Faites votre putain de chemin. Continuez d'avancer. Il n'y a pas de raison, en fait, c'était quoi? Comment prouver à quelqu'un? Ça demande beaucoup de patience. Pour le faire, ça demande beaucoup de patience. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail. Pour réaliser la chose. Et quand vous avez réalisé la chose, il faudra encore que la personne reconnaisse que, effectivement, vous avez réalisé la chose. Que la personne reconnaisse, que ce que vous avez réalisé a de la valeur. Et que la personne reconnaisse que vous aviez raison. Et que la personne reconnaisse, qu'elle avait tort. Parce que la personne peut dire, tu avais raison. Mais, ce que je disais, c'était trouver le moyen de se prouver à elle-même qu'elle n'avait pas tort. Donc, c'est une recette à y passer votre putain d'existence. C'est ridicule, c'est affreux. Comme souhait. Pourquoi se souhaiter une chose pareille? Vous pouvez vous retrouver avec ce genre de schéma de pensée. Mais quand vous vous rendez compte que, il y a ce genre de schéma de pensée sous une forme ou sous une autre dans votre esprit, s'il vous plaît, faites l'effort de vous en débarrasser. Que ce soit pour prouver à vos parents, à vos amis, à votre compagnon, à votre compagne, au monde entier. Forget about it. Focus on yourself. Vous n'avez que vous. Prouvez-le à vous-même. Et passez votre chemin. Passez votre chemin. Le monde va s'ajuster. Ceux qui vont croire depuis le début vont croire. Ceux qui vont croire pendant que vous bâtissez vont croire. Ceux qui vont croire après que vous avez bâti vont croire. Ceux qui vont décider de ne croire à aucun de ces moments vont juste continuer de ne pas. Et puis quoi? Et puis quoi? L'énergie à essayer de convaincre ces gens-là, cette énergie, mettez-la à disposition de vous-même, de votre vision, de votre passion et des gens qui comptent pour vous, qui tiennent à vous. Pourquoi accorder autant d'importance je suis trop proche de cette histoire.
pas accorder autant d'importance aux gens qui ne marchent pas dans votre existence. Aux gens, quelqu'un qui, oui, c'est littéralement ce que j'ai dit. Aux gens qui ne marchent pas. C'est pas des choses qui ne marchent pas dans votre vie, mais c'est des gens qui ne marchent pas. Dans le sens où, ils sont pas à réparer, mais, genre, vous n'êtes pas alignés, en fait, c'est des choses. Puis quoi? Qu'est-ce, pourquoi vous tenez tellement, même, y a pas de raison. Prenez le temps pour vous-même, concentrez sur vous-même. Cherchez à vous prouver à vous-même que vous avez eu raison de soutenir votre vision, de l'entretenir. Et à la fin, regardez-vous devant un miroir et dites-vous, je savais que tu y arriverais. Je savais que depuis le début, c'était possible. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu avais décidé depuis le début. J'ai toujours cru en toi. Je suis fier de toi. Je suis super fier de toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est sublime ce que tu as fait. On n'est passé par des choses. Nous voilà, on est arrivé. Ça me rappelle la chanson de Bible là. C'est une chanson que j'aime beaucoup, Believe. Euh, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, comment il dit le truc? Genre, en fait, c'est la façon dont, on l'appelle, le son, lorsque je, je l'ai découvert, à l'époque où je l'écoute, je l'écoute de temps en temps parce que c'est assez, ça me parle, en fait. J'ai pas l'impression, parce que c'est comme s'il parlait à quelqu'un. Mais l'impression que j'ai toujours de ce son, c'est que le quelqu'un à qui il parlait, c'est lui-même. Le quelqu'un à qui il parlait, c'est lui-même. Et je pense que c'est la bonne attitude dans laquelle il faut être fait par rapport à un certain nombre de trucs. Je vais essayer de voir si je peux vous retrouver un peu. Comment on écrit? Ok, j'ai trouvé. Hmm. Pour faire rapide, pour te vous cliquer sur une seconde. Hmm. Genre, c'est un peu comme, oui, je sais pas comment je suis arrivé à ce point. Je savais que ce serait pas facile, mais ta foi en moi était si claire. Ça n'avait pas d'importance combien de fois, enfin, je me suis retrouvé au plancher, mais je savais qu'un jour, enfin, je tiendrai debout. D'accord? Regarde-moi maintenant. Et le refrain dit, j'adore le refrain, parce que tout commence à partir de quelque chose. Mais quelque chose ne serait rien si ton cœur, if your heart doesn't believe in me, didn't dream with me. Et ce quelque chose ne serait rien si ton cœur n'avait pas rêvé avec moi. Où serais-je si tu n'avais pas cru? Où serais-je si tu n'avais pas cru en moi? Et le son continue, etc. C'est un son que j'adore parce que pour moi, ce n'est pas, je ne sais pas hein, dans quelle intention il a écrit, mais c'est un truc super intime, je trouve, comme test. Joli à entendre et super bien chanté. J'étais juste, wow, ça me parle quand j'ai entendu. Et tout cela pour dire qu'en fait, vous n'avez que vous. Votre vie vous appartient. Cherchez à vous prouver à vous-même. Et cherchez
à croire qu'en vous-même. Cherchez à croire en vous-même, à vous donner ce qu'il faut, l'attention qu'il faut, le respect qu'il faut, l'amour qu'il faut, les raisons qu'il faut. Tu as raison, tu as toujours raison. C'est comme Tate, Andrew Tate. J'adore ce mec. C'est le genre, son père disait souvent un truc, il s'appelait professionnel, il est professionnel. Effectivement, c'est un professionnel. Pour de vrai, c'était un joueur d'échecs, disons d'envergure mondiale, littéralement. Et Tate aussi est littéralement d'envergure mondiale. À tout point de vue, quand il était dans le monde du sport en tant que champion de kickboxing et en tant que figure emblématique de la génération d'influenceurs, ce n'est plus à redire, en fait. Et il y a un truc que Ted dit souvent. Il dit, I'm professional. Je suis professionnel et I'm never wrong. Pas dans le sens où le gars est tellement imbu de sa personnalité qu'il refuse d'avoir tort. Mais dans le sens où, parce que il se définit comme étant quelqu'un de professionnel, il exige de lui-même d'avoir toujours raison. Ce qui fait que le problème n'est pas que, le raisonnement n'est pas qu'il va dire quelque chose peut-être faux et décider qu'il a raison. Mais il se met sur lui-même le poids de s'assurer que quelque chose qui va sortir de sa bouche, ce sera tellement juste qu'il ne peut qu'avoir raison. Donc, d'aller faire éventuellement des recherches s'il faut, etc. Dans cet état d'esprit, en fait. Et j'adore l'état d'esprit. J'adore. Donc, pariez sur vous-même. Pour le dire plus simplement. Pariez sur vous-même. Si personne d'autre ne parie sur vous-même, c'est leur perte. Ça doit être l'état d'esprit. Dans le sens, vous avez un combat à mener. Et les gens autour de vous, ils parient, ils disent non, tu vas pas gagner, etc. Le gars va te taper, etc. Ok. Mais vous avez, c'est un genre de pari, vous pouvez parier. Pariez tout en jetant sur vous-même. Ce n'est pas tout. Allez lever des fonds. Pariez tous les fonds pour lever des jetons. Et pariez tous ces nouveaux jetons-là sur vous-même. All in sur vous. Laissez-les parier sur le gars en face. No problem, no problem. No problem. La vie, c'est no problem, no problem. Au dernier round, vous tenez debout. Qui ramasse la mise? Et la vie continue. Ils apprendront ou pas de leurs erreurs. Mais pendant ce temps, vous êtes le plus grand gagnant. Je suis le plus grand gagnant. Ça, c'est un truc que John D. Rockefeller disait à son aîné. Je crois que lui aussi s'appelait John D. Rockefeller Junior, un truc bizarre comme ça. Mais bon, à son aîné quand même. Il disait, souviens-toi que tu es le plus grand gagnant. C'est un état d'esprit à avoir. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que... Parce que quelle que soit la compétition, les gens vont toujours parier. Il y en a qui parient forcément contre vous. Lorsque deux équipes de foot show, il y a forcément un gagnant à la fin. Enfin, sauf pour les matchs nuls. Hein. En règle générale, il y a un gagnant. Mais c'est clair qu'il y a des gens qui avaient parié contre ce gagnant-là. Que ce soit pour un match de tennis, que ce soit pour un match de boss. Il y a toujours de l'argent qui tourne derrière. Mais n'empêche qu'il y a quand même un gagnant. Donc il y aura toujours des gens, no hard feeling, pas se prendre la tête sur, ok, les gens vont toujours parier contre vous. C'est-à-dire, vous donner tort. Éventuellement. So what? Pariez sur vous-même et gagnez le putain de match. Et la vie continue. Donc, j'exhorte tout un chacun à être dans cet état d'esprit de gagnant. Parce qu'on s'inquiète pas trop de ce que pensent les autres quand on a un gagnant. Quand on est tellement focus sur le fait de gagner, sur la victoire, on n'a pas le temps de penser à ceux qui ne sont même pas en train de compétir, putain. C'est même pas leur compétition, c'est pas leur ligue. Et de quoi est-ce que parle le test? Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue. I Show Speed et puis Khabib. Enfin, la plupart des gens connaissent Speed. Bon, ceux qui sont amateurs d'arts martiaux,
Ils vont connaître Khabib. Il n'est plus à présenter. Et ils étaient en comment, c'était pas par rapport à un match de foot, ou, je sais pas si c'était en rapport avec je sais pas si c'était une compétition de foot, mais il me semble que c'était du foot quand même. Ils en ont parlé. Chant, ils étaient là, quoi, ils discutaient. Et je pense que beaucoup de gens ont vu le truc, hein. Donc, et genre, je ne sais plus c'était quoi la chose. Khabib disait une chose, Speed disait autre chose, genre par rapport à qui va mieux jouer que qui, un truc bête comme ça. Mais c'était sur un temps amical, quoi, ils ont discuté. et, et je crois que Speed disait qu'il allait battre Khabib enfin, en rapport avec le foot. Et ils étaient jusqu'au côte à côte. Et Khabib qui lui dit, genre, de se rappeler que actuellement à l'heure là, il n'y a personne entre eux deux, quoi. Il a mis une emphase sur le personne entre eux deux à l'heure là. Donc, il était d'abord, quoi. Je peux pas te dire que j'étais un gars. Bon, juste pour déconner, mais bon, ils ont joué le jeu, quoi. Speed, là, regardez, ils ont, oh, la pression. Non, c'est top. Écoutez, vous êtes seul dans votre compétition. Vous êtes seul dans votre ligue. Le reste, on s'en fout. Si vous avez des gens qui vous supportent, priez pour eux. Dites-leur merci quand l'occasion se présente. Généralement, nous n'avons pas forcément la culture de dire merci. Mais au moins, priez pour eux. Ça me rappelle cette chanson de Wizkid que j'aime aussi beaucoup. Où il dit, enfin, le son c'est Joy, d'accord? Et dans une partie du son, il dit, je prie que Dieu vous bénisse. Bénisse toute votre famille. Je vous souhaite tout ce que vous me souhaitez. Que Dieu bénisse mes gens. D'accord? Je ne veux pas chanter parce qu'on ne sait jamais les règles de... C'est une chanson que j'aime pas mal. D'accord? Le titre c'est Joy. Pour dire, le minimum que vous puissiez faire pour ceux-là qui vous soutiennent, priez pour eux. Peu importe à quoi correspond le verbe prier pour vous. Priez juste pour eux. Si vous ne savez pas dire merci, priez pour eux. Votre Dieu vous entend. Leur Dieu vous entend. Je ne dis pas que c'est des dieux différents. On se comprenne. Façon de parler. Mais chez moi, on dit Seigneur, c'est-à-dire leur être. Bon, voilà, c'est peut-être plus approprié. Leur être, c'est. D'accord? Et Dieu sait. D'accord? Et je pense que c'est ce que je peux dire de ce point de vue. Croyez en vous et oubliez les haineux. Quand que vous donnez tort, c'est un haineux. Généralement, les haineux sont derrière vous. Et généralement, vous avez un plus grand degré de succès que vos haineux. Nous sommes sortis, au fait, de la catégorie, au fait, de ces gens-là. Il y a un truc que je disais, il y a quelques années déjà, dans ce genre de contexte, d'accord? Et ça tombe un peu, en fait, dans ce que disait, comment il s'appelle le gars, là? Le gars que j'ai évoqué tout à l'heure. David Goggins. Par rapport à haineux. Et il y a un truc que je disais, que celui qui parle de moi, dans mon dos, dans mon dos, il est forcément derrière moi. Au sens propre, au sens figuré. Si tu parles de moi dans mon dos, tu es forcément derrière moi. Littéralement, dans la vie, forcément. Quand tu as des choses, en fait, t'as pas le temps de parler de... Y a pas moyen. Tu es forcément derrière moi. Ton fils. C'est, c'est quoi le truc, là? C'est, euh, c'est pas une affirmation. C'est un décret, il est décrété. Tu parles de moi dans mon dos. C'est pas face en face. Tu parles de moi dans mon dos. Tu es pas seulement derrière moi, mon frère. Laisse ça faire. On a, j'ai validé, décrété, arrêté. D'accord? Donc, ne vous souciez pas tant de gens qui prennent plaisir à être
en arrière. Nous avons de l'admiration, du respect pour les gens qui sont devant. C'est les gens que nous avons envie de fréquenter. Nous avons envie de parler d'eux avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, beaucoup d'admiration. C'est un peu ce que je fais souvent. J'évoque des gens que je ne connais pas, et j'aime suivre ces gens-là, et j'aime suivre, en fait, le genre de trucs qui me permet de découvrir des personnes exceptionnelles. Parce que c'est à cela que j'aspire, franchement. Et pour être exceptionnel, écoutez, vous êtes, si vous mirez dans de l'eau trouble, si vous mirez dans de l'eau claire, on sait quoi. Donc, vous êtes le reflet, en fait, de ceux dans quoi vous vous mirez. D'accord?